Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider, votre nouveau podcast qui vous parle avec amour des univers où il n'y a que la guerre, c'est-à-dire ceux de Warhammer. Allez Djibouille, chantonne quelques prières aux dieux machines, active ta pierre esprit ou repeins ce podcast en rouge parce qu'on a failli l'attendre. Alors je dis qu'on a failli l'attendre, mais il vous faudra encore un peu prendre votre mal en patience, puisque dans ce numéro 0, on reviendra sur l'histoire de Games Workshop, la société britannique derrière les univers de Warhammer, histoire que tout le monde puisse prendre le train en route et être traité à la même enseigne par la suite, quel que soit votre degré de familiarité avec Warhammer Fantasy Battle, Age of Sigmar, Warhammer 40 000 et tous leurs spin-offs. Mais revenons au commencement, car au début, mon cher Jean-Baptiste, il n'y avait que Games Workshop. Exactement. Donc Games Workshop, on va simplifier les choses, c'est une société anglaise qui a été créée en 1975 à Londres par 3 personnes, John Peake, Ian Livingstone, qui a un nom très Warhammer d'ailleurs, il faut le préciser, et Steve Jackson. Et ces 3 bonhommes-là vont partir dans ce milieu très compétitif qui est non pas le wargame, non pas la figurine, mais l'édition de plateaux en bois pour des jeux de société classiques, type le backgammon ou le Go. Ce qui est quand même assez extraordinaire comme origin story. Ouais, c'est un petit peu des échecs améliorés, quoi. C'est encore plus compliqué. Effectivement. Donc il y a déjà ce côté... le côté jeu, le côté ludique est là, le wargame avant l'heure. Et le savoir-faire, puisque ces plateaux en bois étaient, j'imagine, de qualité. Il y a une photo assez célèbre qui montre le tout premier Games Workshop, enfin le premier magasin. Avec en fait, la queue devant de gens. Exact. Qui, du coup, à l'époque, n'imprimait que ces plateaux en bois. Mais l'imaginaire, arrive très vite, puisque la société va finir par importer des jeux de rôle. Je crois bien. Alors JB, toi tu es monsieur jeu de rôle de ce podcast, donc oui, dis-moi en plus. En fait, ils ont commencé à être pas la centrale d'achat, mais le point d'import de Donjons et Dragons. Ok. Donc le jeu de Gary Gygax. Donjons et Dragons, c'est en plus ce qui est assez marrant, c'est que la première version, donc s'appelait Chainmail à l'époque, et c'était une adaptation d'un wargame au départ. Ok. C'est-à-dire qu'au départ, Chainmail c'était un wargame, et il y a donc de batailles fantastiques. Oui, il y avait une partie fantastique, mais c'était plus de la bataille historique. Historique, ouais. Et en fait, la partie jeu de rôle s'est développée dessus quand les joueurs et les créateurs ont voulu rajouter un petit peu d'histoire sur leurs héros. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passait pour le commandant ou le seigneur d'une bataille entre 2 batailles. Et c'est là en fait qu'ils ont créé le jeu de rôle et qu'ils ont venu apporter de la narration et du background à ces personnages-là. Et ça a dérivé sur la création de Donjons et Dragons. Très bien. Au fur et à mesure, la société va développer ses propres JDR, puis des wargames en nom propre, et va même soutenir en fait son activité avec d'abord une newsletter, alors une vraie newsletter, pas une newsletter numérique, donc on recevait sa petite lettre qui s'appelait Owl and Weasel, et ensuite le magazine White Dwarf qui existe toujours et qui a été introduit il y a plus de 40 ans de ça, puisque c'était en 1977. Donc tout de suite un peu un côté cross-média, c'est un peu tôt pour le dire parce qu'on est dans les années 70, mais c'est vrai qu'il y a une envie de soutenir son activité via d'autres plateformes. Et je trouve ça très anglais, Owl and Whistle, je trouve que ça fait très Harry Potter en fait. Ouais. Dans le nom, je sais pas pourquoi, mais il y a une vraie connotation anglaise. Et dans un premier temps, je ne l'ai pas noté là dans mon petit programme, mais il me semble avoir lu que Games Workshop était pendant un temps le seul détenteur de licences typiquement britanniques. Alors Harry Potter n'existait pas, mais notamment Doctor Who pour en faire un wargame. Et ça n'est jamais arrivé, en tout cas pas à ma connaissance, en tout cas pas chez Games Workshop. Mais voilà, effectivement, la culture anglaise ou britannique au sens plus large reviendra très souvent, soit dans l'histoire de Games Workshop, bien évidemment, mais aussi dans l'histoire des univers Warhammer. Notamment Warhammer 40 000. Ça, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Alors la société elle a très vite un intérêt pour toutes sortes de jeux, et ça va au-delà du jeu de plateau, du jeu de figurines, puisque dès le départ, il y a un intérêt pour ses créateurs, sauf Monsieur Peake, pour le jeu vidéo. Et d'ailleurs, lorsque lui va quitter l'entreprise, est invoqué justement l'intérêt des 2 autres
pour le monde vidéoludique qui est tout juste naissant en fait. Oui, c'est le fin des années 70, début des années 80, il y a la création de l'informatique telle qu'on le connaît maintenant, les premiers jeux de rôle notamment sur PC qui commencent à arriver. Je ne sais pas exactement si Games Workshop ils voulaient en vendre ou ils voulaient en développer, et d'où vient ce schisme entre les concepteurs, mais effectivement on voit deux approches différentes, quoi. C'est sûr que ce bon John était beaucoup plus passionné par les jeux traditionnels, jeux de société, qui encore aujourd'hui se font une petite place en fait dans l'histoire de Games Workshop avec des personnages à part entière comme Jarvis Johnson qui travaille toujours pour Games Workshop et qui a développé notamment le récent Age of Sigmar, et c'est un grand fan je crois de backgammon en fait, et souvent il dit s'inspirer des jeux de société et de leurs mécanismes pour développer des jeux Games Workshop, donc cet héritage est jamais très loin, mais effectivement va entraîner l'arrivée du jeu vidéo va entraîner le départ de Peak. Mais revenons à des choses un peu plus positives avec la création en 1979 de Citadel Miniatures, qui est donc la gamme de figurines de Games Workshop, et il me semble d'ailleurs que c'était la première fois qu'on avait une entreprise qui allait créer des figurines et qui allait créer des règles pour ne jouer qu'avec ces figurines. C'est exactement ça, puisque Warhammer est apparemment le premier wargame qui a été soutenu par, je sais pas trop comment le dire, mais dans lequel en fait les figurines utilisées ne sont jouables qu'avec ce jeu-là. Donc c'est-à-dire que c'est une entreprise en son nom propre qui crée un univers et des figurines pour se battre dans cet univers, là où auparavant, et c'était le cas notamment des petites figurines, c'est toujours le cas des figurines Donjons et Dragons qui peuvent être éditées par tout un tas de fabricants et que tu peux utiliser pour tes parties. Oui, et je pense aussi à wargames plus traditionnels qui vont être les batailles napoléoniennes ou les batailles, même si maintenant c'est un peu plus développé, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale ou plus réaliste et actuel, où tu as plein de gammes de créateurs de figurines et des gens qui éditent des règles à côté. Ouais. Et donc du coup c'est un peu la marque de fabrique de Games Workshop que d'avoir créé ce système complet qui va mener à la création quelques années plus tard en 1983 donc de Warhammer Fantasy Battle, que nous on connaît en France sous le nom de Warhammer Battle, souvent abrégé comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que de l'autre côté de la Manche, on l'abrège Warhammer Fantasy. Donc si vous nous entendez parler de l'un ou de l'autre, c'est la même chose, c'est Warhammer Fantasy Battle. On le présentera un peu plus tard, on va continuer le déroulé de l'histoire de Games Workshop, et on arrive 4 ans plus tard, en 87, avec l'arrivée de Warhammer 40,000, 40K, 40 000, 40K, il y a pareil. Exactement, plein de termes. Le truc qui a ruiné votre porte-monnaie, qui continue de le faire sans doute si vous nous écoutez aujourd'hui, donc qui est, comment tu le définirais, c'est le penchant futuriste de Warhammer? C'est ça, c'est un jeu donc, de bataille dans le futur. Après, ce qui est très spécial dans l'univers de Warhammer 40 000, mais pareil, on rentrera dans les détails plus tard, c'est qu'en gros ça se passe dans notre monde, mais dans le futur. Exact. En 91, les deux fondateurs restants, donc, qui sont Livingstone et Jackson, vont vendre leur part, et la société va se recentrer sur la création de figurines qui lui apportent le succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, pas à l'échelle qu'on a aujourd'hui en 2020 quand on enregistre ce podcast, mais évidemment, la recette Warhammer, elle prend, et donc les années 90 marquent l'expansion de Games Workshop à l'international grâce aux figurines produites par la maison. Et en 94, elle rentre même au London Stock Exchange, pardon. Mon accent anglais, ça y est, part en live. Il est perdu. Ça y est, il est complètement perdu. Et donc, du coup, ça marque, une nouvelle étape dans l'histoire de Games Workshop qui rentre à la bourse britannique. Bah oui, qui, je pense, passe du coup d'une entreprise pas familiale, mais presque, parce que c'était des amis qui l'avaient fondée, à quelque chose de beaucoup plus gros, avec des velléités financières beaucoup plus importantes et une vraie volonté d'expansion. Et on arrive vers une nouvelle période de difficulté, donc la fin des années 90, après on va dire 10 petites années d'âge d'or et le développement de ces figurines. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mon cher JB ? Eh ben, les gens ne jouent plus à Warhammer. Ah ouais, c'est vrai ? Bah ouais, c'est triste, ça. Ils préfèrent jouer aux cartes Magic et aux jeux vidéo. Effectivement, le développement des jeux de cartes à collectionner et le jeu vidéo, on peut l'imaginer, sont invoqués comme les raisons de ces difficultés financières de Games Workshop. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, les responsables de l'entreprise parlent effectivement de la multiplication des cartes. Aujourd'hui, avec un peu de recul, on peut se dire que les cartes et le jeu vidéo, voire même peut-être le jeu vidéo tout court, sont des fléaux un peu plus importants pour une entreprise comme Games Workshop. T'en penses quoi ? Je
pense qu'il y a déjà l'aspect très terre-à-terre, on va dire financier, qui est que Warhammer, ça coûtait une certaine somme d'argent, ça coûte toujours une certaine somme d'argent, et il y avait un gros investissement de temps dessus, alors que le jeu vidéo, ça allait plus vite, entre guillemets, à rentabiliser pour les gens, parce qu'on achetait un jeu, on pouvait jouer tout de suite. Les cartes notamment, je pense à Magic, un petit peu à Pokémon, ça arrive un petit peu après, mais le développement des jeux de cartes aussi, pareil, pour des aspects financiers, parce que pour 20 francs, 25 francs, on avait à l'époque un paquet de cartes Magic, alors qu'une boîte de Warhammer, ça coûtait beaucoup plus cher. Et je pense que le jeu vidéo, de toute façon, il y a eu fin des années 90, c'est la PlayStation, c'est l'évolution aussi des jeux PC, du CD-ROM, les jeux en ligne qui commencent à arriver. Je sais pas exactement quel est WoW, mais ça doit être pas loin, ça doit être début des années 2000, mais il y avait déjà eu, je pense à Dark Age of Camelot ou ce genre de jeux qui ont vraiment explosé. Et le jeu vidéo en ligne, forcément, au lieu de se retrouver autour d'une table à peindre des figurines et à faire la guerre avec ses copains, c'est plus simple d'être derrière son ordinateur et de faire la même chose. Effectivement. Alors du coup, pour survivre, Games Workshop va tenter de se diversifier. Donc c'est un bon move pour le coup d'un point de vue stratégique pour un monsieur comme moi qui a fait une école de commerce. Surtout que même à la fin des années 90, les IP Games Workshop étaient déjà très fortes. Effectivement. Et donc du coup ils vont décider de les renforcer, on peut dire ça comme ça, avec l'arrivée de la Black Library. Je crois que c'est la bibliothèque interdite, C'était ça a été traduit ouais. en français, qui maintenant du coup est Black Library aussi en France. Du coup, qui est, tu disais c'est la maison d'édition tout simplement de romans issus des univers de Warhammer. Donc qui va éditer de la fiction, mais aussi un petit peu de jeux de rôle autour des univers de Warhammer. Et Games Workshop signe également, pour mieux survivre à l'ère du jeu vidéo, un gros partenariat avec un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très gros à l'époque, qui était THQ. THQ, ouais, il y a eu énormément de jeux Warhammer, très peu de bons jeux. Ouais. C'est d'ailleurs un running gag régulier, c'est qu'au bout d'un moment on finira par avoir un bon jeu Warhammer, parce que on espère. À force, il y en a 2 ou 3 qui sortent par an et 2 ou 3 médiocres. Mais c'est vrai que l'époque THQ pour le coup est peut-être celle qui a amené les jeux qui ont le plus séduit en fait. Parce que c'était des jeux avec un budget, un marketing et un temps de développement qui était quand même beaucoup plus important que ceux qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Mais là aussi, on reviendra sur comment l'IP s'est développé au fur et à mesure des années, en toute fin de ce podcast. Et du coup, ça a marché, cette diversification. L'entreprise survit aujourd'hui. Et on peut la diviser en plusieurs départements. Tu peux nous les présenter ? Alors, tout simplement, à la base, il y a toujours Citadel Miniature qui fabrique les figurines. Alors, elles sont plus que en métal. Non, maintenant, c'est des figurines en plastique, essentiellement. Il y a encore quelques figurines en résine, notamment via Forge World, qui est une annexe un autre département de Games Workshop, qui là font des figurines plus grosses, plus complexes, plus coûteuses aussi. Ouais. Et qui sont en fait des gammes complémentaires des 2 jeux principaux. Voilà. Après, il y a un truc, c'est que les figurines Forge World sont pas trouvables en boutique, sauf à Forge World, alors que les figurines Citadel Miniature sont dans les boutiques Warhammer et Games Workshop. Effectivement. C'est aussi une différence assez notable entre les notable. deux. Pour aller aux figurines, il vous faut de la peinture. Donc Citadel Color. Effectivement. Qui s'occupe des peintures, de l'outillage dont on a besoin quand on fait des Warhammer. On a Black Library qu'on a déjà cité. Et ensuite, il y a toute une section qu'on va englober en box game, qui va être tous les jeux un peu plus spécialistes. Donc contrairement à Warhammer, où pour jouer, il vous faut acheter un livre de règles et après des figurines, les jeux spécialistes, c'est plus des boîtes où vous avez tout pour jouer dès le départ. C'est toujours principalement des jeux de figurines, mais vous achetez une boîte plus proche du jeu de société dans la manière dont le produit est vendu que le wargame. Et c'est très bien présenté, et effectivement tous ces départements travaillent pour notre plus grand plaisir au développement de ce qu'on appelle nous le hobby. Alors c'est assez marrant d'utiliser ce terme, parce que quand on y pense, les gens qui courent ont un hobby, les gens qui peignent ont un hobby, mais n'appellent pas ça le hobby, ils appellent ça courir, ils appellent ça peindre. Nous on appelle ça le hobby. Pourquoi, à ton avis ? Est-ce que c'est parce que ça englobe de très nombreuses activités ? C'est ça en fait, il y a le montage de figurines, il y a la peinture, il y a le jeu, il y a tout l'aspect, les romans et ce qu'on appelle le lore, donc le développement de l'univers à côté, qui fait que le terme hobby, ça englobe en fait, c'est un truc total. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent leur hobby différemment, il y a des gens qui font que peindre, donc qui font que jouer et qui ne s'intéressent pas du tout à l'aspect modélisme.
C'est ça en fait. Je pense qu'on utilise le terme hobby parce que comme ça, chacun s'y retrouve dedans en piochant ce qui l'intéresse le plus. C'est un peu notre mot valise à nous et ça peut vouloir dire peindre, jouer, collectionner avec ses figurines. Ça s'arrête pas là, tu l'as dit, on peut les customiser, on peut raconter leur backstory, on peut lire des bouquins, on peut jouer à ces jeux vidéo dont on a parlé, monter des clubs, lancer des campagnes, etc., etc. Donc au final, effectivement, ce mot est bien pratique pour définir eh bien, notre activité qui nous réunit aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Mais on reparlera de tout ça et de à quoi ressemble notre hobby à nous, à titre personnel, moi République, alias Thibaut, et toi JB, alias JB, ou Jibouille pour les intimes, dans l'épisode 1. Revenons plutôt sur les univers de Warhammer, parce que maintenant qu'on sait par quoi... ça a commencé et exactement vers où à peu près ça va, eh ben, qu'est-ce que c'est Warhammer ? Qu'est-ce que c'est Warhammer ? Warhammer Fantasy Battle. Exact. Commençons par le premier. Introduit donc en 83, nous l'avons dit, et créé par ce bon Rick Priestley, qui a aussi créé Warhammer 40 000 par ailleurs. Il aura connu 8 éditions, et la dernière est sortie en juillet 2010. Ouais, régulièrement, il y a des nouvelles éditions qui sont un peu un lifting des règles qui sortent, des remises à jour, pour que le jeu continue d'être vivant. Et souvent, ça s'accompagne avec la sortie de nouvelles gammes de figurines. Et de nouvelles règles. Voilà, et d'évolution de temps en temps de l'histoire. L'histoire avance, c'est un peu des pas assez importants dans l'évolution de l'histoire globale de l'univers, les nouvelles éditions. Alors justement, tu parlais de l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire à quoi s'apparente un peu l'univers de Warhammer Fantasy Battle ? Il me semble que c'est ce qu'on appelle de la medieval fantasy ou de la fantasy médiévale. Voilà. Ou, en termes très péjoratifs, de la fantasy à papa, quoi. Exactement. C'est quelque chose qui est assez proche du Seigneur des Anneaux dans l'univers. C'est-à-dire que c'est un monde sur lequel il y a des humains, des orques, des nains, des elfes. Toutes ces races de peuples fantastiques cohabitent les uns avec les autres et qui se font très très souvent la guerre. Plus ou moins, ouais, voilà, ils cohabitent plus ou moins bien. Effectivement, donc très inspiré de Tolkien, très inspiré aussi de Michael Moorcock, d'Eldritch. Voilà, c'est ça, qui est l'auteur de Elric, qui avait pas mal influencé les années 60 et 70 en termes de fantasy, même si aujourd'hui il a une influence qui est peut-être un peu moins connue qu'un Tolkien. Enfin, il a moins duré dans le temps. Pourtant, je crois qu'on l'a rencontré, aux Utopiales à Nantes il y a quelques années. Moi, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là ? Non, j'ai rencontré ceux qui ont adapté la bande dessinée. Effectivement, ça aussi. Ouais, mais très bien. Qui était une approche un peu plus moderne justement de cet univers de fantasy là. Mais revenons à celui de Warhammer qui, pour le coup, est caractérisé par son approche très dark and gritty, où on aura aussi des fois grim and gritty. En gros, si vous n'êtes pas aussi qualifié en anglais que les gens qui ont trouvé ce terme, ça veut simplement dire une approche un peu sombre, un peu presque crasseuse en fait de la fantasy. Donc du coup, on va avoir ce ton très déprimant presque par moment, cette espèce d'apocalypse qui est juste là dans un coin prête à bondir sur tout l'univers Warhammer qui en l'occurrence s'appelle le Vieux Monde, et ça va caractériser ce qu'est Warhammer Fantasy Battle. Il y a aussi un autre truc, c'est énormément de références historiques. Alors je sais pas si tu en as en tête quand tu penses à Fantasy Battle, mais dès que tu me parles Fantasy Battle et historique, je pense aux Bretoniens, ouais, voilà, qui était une faction inspirée des légendes arthuriennes notamment, et du médiéval français. Donc ce qui est assez marrant du coup, c'est que ça mélange des légendes avec l'histoire de France, et effectivement c'est une faction humaine où certes il y a des chevaliers sur Pégase, de la magie, etc., mais il y a aussi des cerfs et des, alors pas l'animal, mais des demi-esclaves, des écuyers, des chevaliers sur des vrais chevaux cette fois. Ouais, donc typiquement c'est la référence historique absolue et c'est ce qui caractérisait pas mal Warhammer Fantasy Battle. Ou le Vieux Monde, on va le dire comme ça, puisque en fait Warhammer Fantasy Battle c'est le nom commercial, vous l'aurez compris, de ce jeu-là, qui est en fait tiré de l'arme de Sigmar, le dieu des humains, le fondateur de l'empire humain, du coup qui s'appelle Galmaraz, son marteau de guerre, donc littéralement en anglais Warhammer. Donc ça vient de là. Voilà, tout est lié. Alors apparemment c'est le tout premier wargame créé pour utiliser les figurines d'une entreprise en particulier, mais ça on l'a déjà dit. On pouvait utiliser on peut retrouver ces figurines encore aujourd'hui, même si on va y venir. Du coup l'univers techniquement aujourd'hui n'existe plus. En tout cas plus de la même manière et plus chez Games Workshop. Effectivement, mais avant qu'il n'existe plus, il fallait quand même le tester, l'apprécier potentiellement. C'est un jeu assez long.
généralement, avec potentiellement une grosse mise en place, ou en tout cas des armées un peu plus vastes. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'elles sont regroupées sous forme de bataillons de figurines, qui sont toutes sur des socles carrés, ce qui fait qu'elles s'additionnent très bien. Donc vous avez des rangées de 3 fois 10 gugus, par exemple. Il y avait vraiment une inspiration des jeux de bataille napoléonienne, où c'est vraiment des unités, des blocs qu'on déplace avec... prendre le flanc de son adversaire, et vraiment jouer sur les positionnements et sur les placements, mais vraiment de grosses unités de bataillons. Mais c'est assez paradoxal quand on y pense d'avoir un jeu de fantasy médiévale dont l'esthétique, une fois sur table, ressemble davantage à une bataille napoléonienne. Et c'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup plus Age of Sigmar en partie que Fantasy Battle. Je pense aussi que ça vient de l'âge qu'avait le jeu, en fait. Oui, forcément, il est né à une époque où le wargame avait une autre gueule. Ressemblait beaucoup plus à ça, et on va le voir là avec les évolutions, et notamment avec Age of Sigmar, que c'est un jeu, on va dire, qui s'est un peu modernisé, qui a pris des mécaniques plus actuelles. Mais voilà, après, ça c'est... Donc Age of Sigmar, pour enchaîner dessus, c'est en 2015. Yes, alors du coup c'est arrivé à l'issue de End Times, qui est une extension, la dernière en fait extension connue de Warhammer Fantasy Battle, qui a mis fin à cette 8e édition et qui a vu donc Archaon, le seigneur de la fin des temps. Donc lui c'est un ancien mortel, c'est le champion des dieux du chaos. Gagné. Et ben il a gagné. Voilà. Ce qui est assez marrant du coup, c'est que à ma connaissance, Warhammer Fantasy Battle en tout cas, dans cette incarnation-là, est le seul univers qui a été détruit en fait, mais qui continue d'exister, puisqu'il y a quand même une suite, mais dans lequel les méchants ont gagné et ont rasé cet univers de l'existence. Et ce qui est quand même assez ouf. Ouais, et c'est vraiment dans l'esprit de Warhammer, c'est-à-dire qu'on est toujours dans absolu. Moment où l'apocalypse va arriver demain, et bah, le demain il est arrivé quoi, un jour dans le vieux monde. Arrivé. Et du coup, ça n'a pas plu à grand monde. Effectivement. Cette manière de terminer le vieux monde, ça a été très mal accueilli par une grande partie des hobbyistes, parce que forcément, on l'a un peu arraché leur bébé. Et pas à la manière, pour faire un parallèle par rapport à notre autre podcast, à la manière dont Disney a racheté le Star Wars, comment ils ont effacé l'univers étendu. Ils ont quand même continué à refaire du Star Wars. Là, ça a été vraiment le vieux monde, c'est fini, il n'existe plus, vous pouvez ranger vos figurines. Ça a été un peu violent dans la manière de communiquer, et je pense qu'ils en ont tiré des leçons et que maintenant ils sont plus smooth dans la manière d'aborder les choses. Ouais, peut-être plus habiles dans leur manière de communiquer. Ça s'est fait en un an, du coup, enfin, on va dire 2 ans complets, 2014 et 2015, avec cette fameuse campagne et extension End Times. Mais c'est vrai que quand tu as investi, donc depuis 83, mettons, énormément d'argent, que tu as quantité de figurines sur des socles carrés et qu'on te dit, bah voilà, on va aller vers un nouvel univers, donc c'est sur des socles ronds, c'est plus du tout la même fantasy, donc en fait, potentiellement, toutes tes figurines, tu les ranges dans une malle. Alors on pourra toujours dire qu'effectivement, il y a certaines armées qui ont été transposées et qui ont survécu au passage à Age of Sigmar, mais il y en a certaines qui étaient des armées que beaucoup de gens aimaient, notamment les Bretonniens et aussi les rois des tombes, qui étaient des squelettes égyptiens, pour simplifier la chose, ont disparu de l'univers de Warhammer. Et là, la communauté a fait quelque chose d'assez sympa, c'est qu'elle s'est emparée de ça et elle a créé un jeu qui s'appelle 9e Âge, qui est en fait la 9e édition de Warhammer Fantasy Battle, qui est un jeu que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet, et qui en fait a repris les règles de la 8e édition en changeant 2-3 trucs. Et encore joué même en tournoi. C'est un jeu qui est très très joué, qui est même sur les gros tournois internationaux plus joué encore qu'Age of Sigmar. Ce qui est quand même assez ouf, mais qui témoigne du coup de l'amour des gens et le respect des gens pour Warhammer Fantasy Battle, qui s'était développé aussi sur d'autres terrains avec donc plusieurs spin-offs, un peu comme tous les jeux de Games Workshop, tous les gros jeux en tout cas. Donc on avait Warhammer Ancient Battles qui est pour le coup en fait le penchant historique de Warhammer, donc ça c'est assez marrant. Blood Bowl qui a survécu, enfin qui est revenu il y a quelques années maintenant, qui est un jeu de fantasy football. C'est ça, c'est comme si les nains, les orques, les elfes jouaient au foot américain. Donc c'est des règles de foot américain mais sur un jeu de plateau, et ça a ce côté qu'en fait c'est un petit peu une parodie du vieux monde où tout est comique en fait. Et où au lieu de faire la guerre, les gens jouent au foot. Et ce qui est très marrant du coup. Oui. Enfin, ça change de nos univers Warhammer habituels. Là, c'est plus vraiment l'apocalypse, c'est plus la fête. Effectivement. On a Mordheim, qui était un jeu d'escarmouche qui se déroulait dans la cité détruite de Mordheim, comme son nom l'indique, qui est peut-être, je crois, peut-être le jeu
spin-off le plus apprécié des joueurs ou des fans de Warhammer, je trouve. Systématiquement, j'en entends parler. J'y ai jamais joué, mais tous les gens qui jouent à Mordheim, ils t'en parlent avec des étoiles dans les yeux et ça a l'air vraiment d'être un truc sympa. On a eu aussi un jeu de bataille navale, il y a eu plusieurs versions, mais celui que je retiens, c'est Dreadfleet, qui est sorti quand même dans les années 2000. Et bien sûr, tant d'autres spin-offs qui ont fait vivre Warhammer jusqu'à l'arrivée de Age of Sigmar. Le cataclysme est total. Est-ce que d'ailleurs, on peut faire peut-être une petite parenthèse là-dessus, toi, quelle a été ta réaction en fait à cet univers? Parce que tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient mal pris. Est-ce que toi, ça t'a ramené, éloigné, intrigué vers le hobby? Quand Age of Sigmar est sorti, moi j'étais plus dans le hobby. C'est-à-dire que on en reparlera en détail plus tard, mais moi j'ai joué à Warhammer quand j'étais ado et j'ai arrêté pendant très longtemps. Et j'ai vu Age of Sigmar de loin parce que j'avais des potes qui suivaient un petit peu et qui m'en ont parlé. Et eux, ils étaient quand même assez négatifs, notamment parce sur les règles, au début, c'était vraiment très léger par rapport à ce qu'était Warhammer Fantasy Battle. On n'était plus du tout dans la même optique de jeu, en fait. Le parti pris de Games Workshop, c'était d'avoir lancé un jeu dont les règles, je crois, tenaient sur 4 pages, ce qui est un truc qu'on a revu depuis, et qui est toujours en fait une sorte d'appel du pied pour des nouveaux joueurs, mais bien évidemment, ça tient pas sur la durée. Ou ça tient même pas en fait, il y a même pas de durée, c'est-à-dire par exemple Warhammer 40 000 peut se comprendre sur ses bases en 4 pages, mais t'as quand même un livre de règles à côté. Ce qui était très bizarre avec Age of Sigmar, c'est que les règles, le nombre, les coups en points aussi, donc tout un tas de systèmes typiques du wargame ont mis très longtemps à arriver et à soutenir ces 4 pages de règles. C'est-à-dire qu'au début d'Age of Sigmar, pour fabriquer votre armée, vous mettiez les filles que vous vouliez et vous aviez votre armée. Il n'y avait pas vraiment de construction et de réflexion entre lui c'est mon chef, eux c'est ma cavalerie, ça c'est mes troupes, ce genre de choses. Et pour l'équilibrage et pour la manière d'affronter votre adversaire, ça se comptait tout simplement en points de vie. C'est-à-dire que si vous aviez une armée, vous additionnez tous les points de vie de vos figurines et vous aviez une armée qui valait 100 points de vie, si votre adversaire il avait 100 points de vie, le jeu considérait que vous étiez à armes égales. Ce qui, une fois qu'on connaît le jeu, une fois qu'on connaît les détails, n'est pas aussi simple que ça. N'est pas aussi simple et n'a vraiment pas de sens en fait en termes d'équilibrage. Donc je pense qu'ils sont allés un peu trop violemment dans l'aspect facilité du jeu. Ça a été corrigé après, mais je pense qu'il y a ça qui a vraiment refroidi, je pense, beaucoup de joueurs au début. Après, peut-être que c'était nécessaire d'avoir cette phase un peu où ils ont, du point de vue règle, mais aussi du point de vue lore, du point de vue univers, ils ont été très... donc là, c'était tellement bac à sable qu'en fait, tu n'avais même pas le petit seau pour faire un château et construire ton truc. C'était juste une étendue de sable avec laquelle tu pouvais faire plein de choses. Mais quand tu passes de Warhammer Fantasy Battle, qui est un jeu extrêmement structuré, qui a eu 8 éditions, à un truc comme ça qui arrive en 1 an, 2 ans... Avec en plus un vrai nouvel univers. Donc on est passé de fantasy plus proche de Tolkien à un concept de high fantasy. Ou haute fantasy. Qui est quelque chose de beaucoup plus éthéré, d'un peu plus complexe à comprendre, parce qu'on est sur quelque chose qui se rapproche de Donjons et Dragons avec des plans. Ouais. Donc des mondes différents qui sont interconnectés via des portes. C'est plus conceptuel dans l'approche de la fantasy, mais ça a l'avantage d'ouvrir plein de portes en termes de modélisme, parce qu'en fait... Mais aussi en termes de règles, par la suite. Mais au lieu d'avoir avant le pays des elfes, le pays des nains, le pays des hommes lézards, là maintenant, on a des elfes qui peuvent venir du royaume du feu, des elfes qui peuvent venir du royaume de l'eau, du royaume de l'air. Il y a 8 mondes différents dans l'univers de Sigmar, et ça permet beaucoup plus de choses en termes de modélisme en tout cas. Parce qu'il faut s'imaginer que ces royaumes s'hybrident à la nature en fait de chaque faction. Donc effectivement, un elfe du royaume de métal ne veut pas être un elfe du royaume de l'ombre, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont créé cette espèce de matrice qui au départ était pas hyper détaillée, ni du point de vue règle, ni du point de vue lore, mais qui s'est pas mal étoffée, notamment avec l'arrivée de la seconde édition de Age of Sigmar, qui s'appelle du coup Soul Wars, ou la guerre des âmes, qui est l'actuelle édition à l'heure où on enregistre ce podcast. Pour comprendre effectivement le concept de high fantasy, qui officiellement se caractérise juste par les proportions épiques en fait de ce qui se passe, donc c'est une définition un petit peu vague, on peut rapprocher ça d'une sorte de... On pourrait mélanger, je sais pas, de planète opéra ou de planète fantasy, où en fait vous remplacez les pays ou les endroits d'un monde de fantasy par des vraies planètes, et vous voyagez pas avec des vaisseaux, mais vous voyagez avec la magie ou des portes. Donc c'est le cas de Age of Sigmar. Plus simple encore, c'est la mythologie nordique.
avec les différents royaumes, parce que pour le coup, dans Age of Sigmar aussi, on appelle ça les royaumes mortels. Ça m'est apparu lors de mon voyage à Disney en Floride, dans un quartier très inspiré de la mythologie nordique, où je me suis dit, mais en fait, Age of Sigmar, ils ont pas mal pompé sur tout ça, avec toutes ces, voilà, chaque royaume a sa personnalité, aussi un certain nombre de factions qui en sont plus ou moins les maîtres, mais il y a quand même d'autres espèces qui y vivent, en harmonie ou non. On peut penser aussi à la mythologie gréco-romaine, parce qu'il y a la présence d'un panthéon en fait dans Age of Sigmar. En tout cas, dans le premier âge d'Age of Sigmar, parce qu'on l'a dit, le monde précédent a été détruit. L'un de ces dieux, donc Sigmar, qui donne son nom au jeu, était perdu dans le néant du cosmos, s'est accroché à une sorte de grand dragon. Donc là, on est typiquement dans l'espèce de mythologie en fait nordique. On est vraiment là-dedans, quoi. Qui l'a guidé vers en gros de l'énergie et lui a permis de modeler, il a trouvé ces nouveaux royaumes et il a modelé un univers autour de ces royaumes-là en, rassemblant l'aide d'autres dieux venus d'autres espèces, ce qui était assez inhabituel en fait pour Warhammer Fantasy Battle, où généralement les orques faisaient la guerre aux humains, ils se détestaient tous, et ces deux factions-là détestaient les elfes qui détestaient les nains. Donc là, il y a des dieux nains, des dieux elfes et même des dieux orques, ou en tout cas un dieu orque qui s'appelle Gorka Morka et qui est une sorte d'entité qui mélange les deux dieux orques, ont aidé à la reconstruction d'un univers jusqu'à, donc ça c'est ce qu'on appelle l'âge des mythes, jusqu'à l'âge du chaos, parce que ce bon Archaon qui avait détruit un monde ne voulait pas s'arrêter là. Donc il est revenu. Et donc il a plus ou moins rasé cet univers qui était à peine en construction, il a semé la discorde parmi le Panthéon, et donc chacun a essayé tant bien que mal de survivre à cette nouvelle invasion du chaos. Et en l'occurrence, Sigmar et son nouvel empire humain s'est enfermé dans le royaume des cieux, dont il a fermé les portes aux autres factions, et il a dit moi je survivrai par l'autarcie. Donc il y a beaucoup de royaumes qui ont été livrés à eux-mêmes, dans lesquels des humains ou d'autres espèces ont été abandonnés, jusqu'à l'âge de Sigmar, le moment où il a réouvert les portes et utilisé donc ce qu'on appelle les Stormcast Eternals, donc qui sont des espèces de, comment tu les qualifierais, chevaliers. C'est des chevaliers morts-vivants. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que la faction entre guillemets des gentils, si on va vraiment simplifier les choses, en fait ce sont des zombies. Parce que ce sont des hommes ou des femmes valeureuses, tombés au combat, choisis par Sigmar, dont l'âme est reforgée dans une armure. Et donc c'est des gros chevaliers en armure, le plus souvent dorés, c'est comme ça qu'ils sont représentés, mais il y a toutes les variantes existent. Et ils repartent en croisade pour reconquérir les mondes qui sont en prise par le chaos ou par les bêtes de la destruction ou même les entités de la mort. Et c'est notamment d'ailleurs toute la base de Soul Wars, donc la deuxième édition d'Age of Sigmar, qui vient opposer Nagash, le dieu de la mort, à Sigmar notamment. Oui, parce que lui il n'est pas content parce qu'effectivement Nagash gérant les morts et les âmes, savoir que certaines reviennent entre guillemets au paradis pour être reforgées, ça ne lui a pas plu. Non, parce qu'il est censé les collecter et là il les récupère pas. Donc on a fait le tour des trois âges distincts qui forment un peu le background, l'univers de Age of Sigmar. Qu'en est-il des règles ? Du coup, tu disais qu'elles sont assez simples. Aujourd'hui, quand même, elles se sont assez étoffées. Elles se sont étoffées, mais tout en restant simples. L'avantage du jeu, c'est qu'il est assez accessible. Assez souple aussi, je trouve. Oui, et vous pouvez encore créer à peu près la liste que vous voulez, mettre les figurines que vous voulez, et en fait, le jeu va venir mettre des contraintes à ça, mais qui vont en fait vous donner des bonus. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les figues que vous voulez, vous avez votre armée. Par contre, si vous mettez que des figues qui appartiennent à une certaine alliance, vous allez avoir des bonus. Si vous mettez que des figues qui appartiennent à qu'un peuple de cette alliance, vous allez avoir d'autres bonus. Et en fait, ça vient s'additionner comme ça, et ça vient créer de la richesse dans la spécialisation, on va dire, de vos armées. C'est-à-dire que plus vous prenez une faction petite, plus vous allez avoir des bonus importants sur vos figurines et sur votre faction. Effectivement. Et vous allez lui donner une vraie personnalité. Contrairement à si vous jouez une alliance, entre guillemets, vous mettez toutes les figues, tous les morts-vivants du monde, vous allez être moins fort que si vous mettez que des fantômes. C'est tout à fait ça. Et du coup, quelle que soit votre méthode, vous allez pouvoir jouer... Alors, peut-être pas quelle que soit votre méthode, mais il y a effectivement un jeu qui est dessiné, qui s'appelle le jeu libre, qui est dessiné un peu, vous posez votre collection sur la table. À la découverte du jeu. Il y a un jeu narratif qui, lui, représente plus des batailles, des scénarios précis, et il y a le jeu égal, donc avec un fameux coup en point et un certain nombre de restrictions qui est typique de ce qu'on connaissait déjà chez Games Workshop. Voilà.
Et en général, c'est ce type de jeu-là qui est utilisé pour les tournois. Tout à fait. Pour la partie tournoi, wargame, où les gens réfléchissent vraiment leur liste, optimisent leurs armées. Et c'est toute une partie du hobby qui est assez intéressante à analyser, mais dans laquelle je ne me retrouve pas trop. Et on en reparlera dans l'épisode 1, justement. Malgré son jeune âge, du coup, à peine, même pas 5 ans, en fait, Age of Sigmar a déjà donné au moins 2 spin-offs dignes de ce nom. Alors le premier, c'est Warhammer Underworld. Est-ce que tu peux nous le présenter ? C'est un jeu assez hybride parce qu'en fait, c'est un jeu de deck building où vous allez avoir un paquet de cartes et créer votre deck de cartes, mais vous allez également avoir des figurines qui vont se déplacer cette fois sur un plateau à cases. Et en fait, via votre deck, vous allez avoir des objectifs à accomplir et vous allez pouvoir utiliser des cartes pour améliorer les capacités de vos personnages ou leur faire des actions supplémentaires. C'est un jeu qui est assez intéressant, qui a l'avantage de ne pas être très complexe à prendre en main, mais assez riche et assez profond. Et qui a aussi un avantage par rapport aux autres wargames, c'est qu'il demande très peu de figurines. Et l'investissement est assez léger parce que vous pouvez avoir une boîte de figurines et les cartes qui vont avec pour une vingtaine d'euros. Ok. Et c'est assez compétitif, je crois, la scène Warhammer Underworld. C'est ce que je disais, le jeu a une très grande profondeur et il y a une scène assez compétitive, mais vous pouvez aussi jouer très simplement entre potes. L'avantage, c'est que ces différentes figurines que vous pouvez avoir, vous pouvez ensuite les utiliser dans les autres systèmes Age of Sigmar. C'est quelque chose que Games Workshop l'a fait depuis quelques temps, c'est qu'il y a certaines figurines que vous pouvez utiliser pour plusieurs jeux. Alors qu'avant, il n'y avait pas du tout, et ça, c'est une bonne chose. Clairement. Et du coup, un autre spin-off, c'est Warcry, donc qui là n'a même pas un an puisqu'il est sorti en août 2019. Donc c'est le développement d'un truc qu'on appelait Age of Sigmar Skirmishes, je crois, qui était sorti dans un fameux magazine White Dwarf et qui en fait testait la potentialité d'un jeu d'escarmouche, mais dans le contexte d'Age of Sigmar. Visiblement, ça a bien marché. Ce qui est assez intéressant, c'est que Games Workshop a décidé de vendre ce jeu autour d'une partie très précise de l'univers. En l'occurrence, les royaumes du chaos, ou en fait le royaume du chaos, qui se situe entre les 8 royaumes qu'on a précédemment listés. Enfin, on les a pas listés, mais on vous en a parlé en tout cas. Donc c'est assez marrant, c'est que Warcry a été lancé du coup avec les différentes factions qui cherchent à rejoindre en fait Archaon. C'est ça, et à l'impressionner. Oui. Et chacune vient d'un royaume différent, a sa personnalité propre, c'est des figurines très expressives. Donc vous avez par exemple les Corvus Cabal qui viennent du royaume des ombres, qui ont des masques de corbeaux, des plumes sur le dos, etc. Il y a les Iron Golem qui viennent du royaume du fer, où on voit très clairement que ce sont des forgerons. Les Untamed Beasts qui viennent du royaume de la bête, où c'est des chasseurs. Donc il y a tout un tas de petites bandes très fortes que vous allez pouvoir jouer dans ce jeu d'escarmouche qui est assez cinématique, qu'on aime beaucoup ici, donc je pense qu'on va beaucoup en reparler dans les épisodes suivants, mais qui ensuite s'est ouvert à de très nombreuses factions, donc au-delà des factions du chaos et des différentes bandes qui vouent un culte, on va dire, plus ou moins conscient au chaos, parce que parfois ils vénèrent des choses qui pensent être leur dieu à eux, mais en fait c'est un dieu déguisé, et c'est l'un des fameux dieux du chaos. Ce qui est assez marrant du coup, c'est que ces nouvelles factions qui sont arrivées à Warcry ont quand même souvent une raison de passer entre les mondes et de venir y chercher quelque chose ou quelqu'un, et ça permet à des gens qui ont déjà une collection d'une autre armée non chaotique de rejoindre la fête. Oui, parce que au-delà de ces 8 bandes très identifiées chaos, Games Workshop a eu la bonne idée de sortir juste des petits paquets de cartes où vous avez les références et toutes les règles pour jouer les autres factions d'Age of Sigmar, et tout simplement si vous avez une armée de Stormcast par exemple, ils ont sorti des cartes et ils ont fait pareil avec les orques, ils ont fait pareil avec les gobelins, et toutes les factions maintenant sont disponibles. Alors ça dilue un petit peu l'ADN de base du jeu qui était de ne proposer que le chaos dans les mondes du chaos, mais moi je trouve que c'est une excellente porte d'entrée en fait pour les gens, parce qu'une bande c'est 10 figurines, donc c'est pas, en termes de temps et en termes de challenge, si vous voulez jouer avec des figurines peintes et bien montées, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si impressionnant de rentrer que là-dedans, et après le jeu en lui-même est très bien. Les parties sont assez courtes, assez nerveuses, c'est-à-dire c'est une demi-heure, 1 heure pour faire une partie.
ou Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, une heure, c'est 3-4 heures la partie. C'est même très très large, quoi. Tu prends vraiment tout le temps. Oui, je compte la mise en place des décors, tout ça. Ouais. Et moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup parce que le format escarmouche, donc une petite équipe me plaît et revient à mes racines de Wargamer, notamment me fait penser au jeu de confrontation avec auquel j'ai beaucoup joué et auquel j'ai appris le wargame. Et vraiment, Warcry, j'adore ce jeu, je trouve qu'il est vraiment intéressant, il est vraiment bien, il va très vite, il n'est pas complexe à comprendre, mais il y a plein de petites subtilités sur le déplacement de vos personnages, sur l'utilisation des décors et sur ce genre de choses qui fait qu'il en est très riche. Et il est assez simple de rentrer dans l'univers, vous récupérez une bande, vous peignez 10 figurines et vous pouvez vous éclater, quoi. Effectivement, donc c'est un jeu qui convient très bien aux trentenaires en manque de temps et d'argent que nous sommes. C'est vrai que faire une partie de Age of Sigmar ou de Warhammer 40 000, c'est long, ça demande de la mise en place. Par exemple, en une soirée, on n'a pas le temps de le faire. Alors que là, Warcry... Sauf si vous êtes vraiment rodé et que vous connaissez vos armées par cœur, ce que tu finis par avoir, mais après un certain nombre de temps. Et puis, Warcry, en 2 games, vous comprenez à peu près comment fonctionne votre bande et vous n'avez qu'une envie, c'est de rejouer. Parce que ça va très vite. Si c'est votre première approche du wargame et que vous hésitez, ça a l'air compliqué, il y a plein de figurines, il y a plein de choses à faire, lancez-vous dans Warcry. Vous verrez, c'est facile et c'est hyper bien. De toute façon, on sera là pour vous accompagner sur les réseaux sociaux. On en reparle tout à l'heure. Passons maintenant au dernier gros morceau de ce podcast qui est Warhammer 40 000. Donc lancé en 87, on le disait, penchant SF du monde de Warhammer, l'original, mais pas tout à fait fidèle à cette description, puisque contrairement à ce dernier, 40 000 se passe dans notre réalité, notre système solaire, seulement quelques milliers d'années plus tard, quelques dizaines de milliers d'années plus tard plutôt, puisque notamment le berceau de l'humanité est toujours la Terre, qui s'appelle Terra, et c'est toujours là où le pouvoir est centralisé, en tout cas si on se bat du côté des humains. Alors, pour moi, c'est une SF qui ressemble à aucune autre, mais pour toi, JB, comment tu la définirais ou comment tu essaierais de la définir plutôt ? Parce que c'est très compliqué, mine de rien. Elle a une identité vraiment très à elle, quoi. C'est un peu là, sur la même base que Warhammer Fantasy, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'apocalypse constant, tout le temps. C'est la fin, c'est plus la fin du monde, là, c'est la fin de l'univers. Toutes les factions sont à la limite de perdre. Je pense que ça, c'est assez important, c'est-à-dire que tout le monde est en train de perdre et personne n'a raison. C'est comme ça que définissait Aaron Dembski-Bowden l'univers de Warhammer 40 000. Donc c'est un auteur de la fameuse Black Library. Et je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de définir Warhammer 40 000 à quelqu'un qui passerait par là. En tout cas, s'il s'intéresse à autre chose que juste l'esthétique. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour tout ce qui est d'un point de vue narratif, il faut vous imaginer un monde dans lequel tout le monde a tort, dans lequel tout le monde est à quelques centimètres de l'extinction totale. C'est un univers qui est pas mal le fruit de son époque et du coup de la fin des années 80, notamment au Royaume-Uni. Il y a quand même des gros relents de punk et en tout cas de satire punk avec une idée de un peu 2000 AD pour les lecteurs de comics, donc Judge Dredd et compagnie. Faut pas oublier, ça vient de l'Angleterre de ces années-là, ça vient des mouvements punk, ça vient suite à l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, donc il y a vraiment tout ce côté-là qui ressort énormément dans l'univers de 40 000. Et il y a une manière de contester qui est très anglaise, qui est plutôt que de dire regardez ce qu'on va devenir dans 40 000 ans, c'est voilà ce qu'on va devenir dans 40 000 ans et on va essayer de s'amuser et de trouver un peu d'humour et surtout beaucoup d'ironie dans cet univers où ce qui s'apparente le plus au gentil est un système ultra totalitaire, fasciste, xénophobe, tout ce que vous voulez, ce qui parfois du coup laisse les gens penser que cet univers que nous aimons tant fait de nous des fascistes en puissance, mais on est vraiment dans une subtilité qui tient de Starship Troopers, le roman, versus Starship Troopers, l'adaptation par Verhoeven en film, effectivement. Donc il faut le voir plutôt comme la deuxième solution et plutôt comme une adaptation verhoevenienne, je ne sais pas comment on peut dire ça, des événements de Warhammer 40 000. Et quels sont-ils ? On est dans un futur cauchemardesque, on l'a dit. Ouais. Où l'humanité s'est étendue dans tout l'univers, a été rassemblée par l'empereur de l'humanité, qui est une espèce... Il s'appelle l'empereur, d'ailleurs. Il s'appelle l'empereur. C'est pas Shiv, c'est pas Palpatine, c'est juste l'empereur.
qui est l'humain le plus puissant que le monde n'ait jamais connu, qui rassemble tous les esprits des grands penseurs et des grands hommes qui ont marqué l'humanité en une seule personne. Et cet empereur a eu une vision. Voilà, il a créé. Donc le Space Marine, c'est guerrier, la figure emblématique de 40 000. Donc c'est ce chevalier des ce guerrier en armure avec son énorme mitraillette, bolter. Et tous ces Space Marines sont partis en croisade pour rassembler et reconquérir tout l'univers. Mais ça s'est pas très bien passé parce qu'ils ont commencé à s'embrouiller les uns avec les autres. Et ça a mené l'humanité dans une guerre civile qu'on appelle les Résidorus, qui se déroule 10 000 ans avant l'univers de Warhammer 40 000, donc c'est Warhammer 30 000. Ouais. Pour vous donner encore les proportions, voilà, c'est ça, le gigantisme de cet univers-là. On ne parle pas d'années, on parle de milliers d'années. Tout le temps. Oui, tout le temps. Et on n'est pas du tout dans le côté trilogie, prélogie qu'on a dans Star Wars. C'est-à-dire que la prélogie de Warhammer 40 000 se passe 10 000 ans avant. Ce qui laisse le temps de mettre quelques séquelles dans ce gigantesque corps qui est le rêve de l'empereur et l'Imperium, puisque c'est le nom de l'empire de l'humanité. Suite à les Résidorus, l'empereur est mort. Son cadavre est vénéré par l'humanité. Et on se retrouve dans cet univers obscurantiste, obscurantiste, gothique. C'est de la fantaisie gothique, c'est très étrange. C'est-à-dire que les bâtiments sont encore en pierre, en bois, mais ça se passe dans l'espace. Et on a l'humanité qui essaye tant bien que mal de survivre, tout en voulant quand même reconquérir l'univers. Et face à l'humanité, on a donc les forces du chaos qui sont à l'origine de l'Hérésidorus. On a également plein de races extraterrestres, donc les orques, les Eldar, qui sont en fait des elfes, mais de l'espace, et d'autres races un peu plus étranges, comme les Nécrons, qui sont des sortes de Terminators égyptiens, ou les Tau, qui vont plus pencher du côté du Gundam et de l'imagerie asiatique, et notamment japonaise. Et dans tout ce joyeux bazar, vous avez vos petits soldats en plastique et vous faites la guerre avec vos copains. Effectivement. Alors, l'univers de Warhammer 40 000 n'a pas connu un reboot aussi drastique que Age of Sigmar. Maintenant, en 2017, il en est arrivé à sa 8e édition, donc qui est un peu généralement la dernière édition, si on en croit. C'est toujours censé être la dernière édition, et puis 3 ans après, hop, voilà. Ça revient. Mais du coup, qui a pas mal fait avancer les règles et le lore. Donc un peu à la manière d'Age of Sigmar, mais de manière moins drastique. Je ne pense pas de toute manière que, même si Age of Sigmar si ça avait été un succès à milliard, je ne pense pas qu'ils seraient revenus à zéro avec Warhammer 40 000, parce que c'est un univers qui lui a toujours été un peu conçu en bac à sable, mais qui au fur et à mesure des années, près de 40 ans maintenant, a vraiment réussi à s'incarner à travers plein de factions, d'auteurs différents, ce qui permet aujourd'hui d'avoir plusieurs Warhammer 40 000 et pas un seul. Là où Warhammer Fantasy Battle avait du mal à s'hybrider à d'autres influences. Je pense tout simplement, il y a le problème de géographie. C'est-à-dire que le vieux monde ne permettait pas autant d'excentricité qu'on peut en avoir dans l'univers de Warhammer 40 000. Notamment, je pense à certaines factions, les hommes lézards qui habitaient en Lustrie, il me semble. C'est ça. Et c'était très bizarre de les voir ailleurs que dans leur jungle. Effectivement. Alors que là, vu qu'on est dans l'espace, que tout le monde voyage via le warp, il peut se passer de trucs très chelous. Sachant que voyager dans le warp revient littéralement à ouvrir un portail dans les enfers et ressortir de ces enfers quelques années, jours, secondes, milliers d'années plus tard. C'est une technologie très peu stable. C'est peut-être grâce à cette technologie ou à d'autres encore plus sombres que un des fils de l'empereur, dont tu as parlé tout à l'heure, est revenu à la vie. Lui qui était en stase, lui qui était en sommeil profond, c'est Roboute Guilliman. Roboute Guilliman, je ne sais jamais comment on prononce. Moi j'aime bien Roboute. Moi j'aime bien Roboute. Qui est du coup le nouvel espoir en fait de l'humanité. Donc cette 8e édition a introduit le retour d'un des fils de l'empereur, qui maintenant porte même son épée en tant que régent en fait de cet impérium, qui a été divisé, parce que là aussi les méchants ont gagné, mais ont failli gagner, ils n'ont pas gagné tout à fait. Mais un peu quand même. Mais pas trop. Ils ont ouvert une énorme faille dans l'espace matériel, dans lequel se déverse du coup maintenant le warp, et qui a fendu en gros l'Imperium en deux. Et il est du devoir de ce bon Guilliman, régent de l'Imperium, que de réunifier ces deux parties, de reprendre en main le rêve de l'empereur, qui a un
tout petit peu, muté en cauchemar en 10 000 ans. Et il a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est assez cool de le suivre dans ses aventures et de voir le lore avancer, toujours avec autant de mystères et d'infos contradictoires. C'est vraiment le talent de Games Workshop que de réussir à raconter des histoires sur plusieurs points de vue qui parfois sont volontairement contradictoires pour créer des petites niches de créativité, j'ai envie de dire. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi depuis la 8e édition, je suis vraiment très intéressé par à la fois le lore, mais aussi la méta et tout ce que cette édition a amené en termes de jeu. Alors oui, moi j'avais pas trop de souvenirs de comment était traité l'univers avant, mais quelque chose que je trouve maintenant qui est assez bien fait, c'est qu'ils n'hésitent pas à donner tort aux Space Marines, qui sont la faction principale de l'Imperium, et si on est vraiment simpliste, qui représentent les gentils. Ils n'hésitent pas à se mettre du côté du chaos ou du côté donc, des Xenos, des espèces aliens, et dire regardez, ce qu'ils font eux, c'est pas très bien en fait. Et toute cette subtilité-là qui est apportée dans l'histoire et dans les évolutions du lore, notamment, je pense à Abaddon et à la planète de Cadia. Donc Abaddon, c'est le champion du chaos, c'est le penchant futuriste de Archaon, d'ailleurs, ils ont quasiment la même backstory en fait. Pendant toute l'histoire de Warhammer 40 000, il menait des croisades et il voulait conquérir la planète de Cadia. Il en était à sa 13e croisade. Ça commençait à devenir un peu ridicule. Donc là, il a gagné. Cadia, elle a fait boum. Voilà, ils lui ont donné la chance de détruire la planète Cadia. Mais voilà, ils se permettent des choses comme ça qu'ils n'osaient pas avant, j'ai l'impression, de faire avancer le lore, faire avancer l'univers, les personnages. Là, ils l'ont fait un grand coup. Il y a aussi, avec Guilliman, est arrivée une nouvelle génération de Space Marine qu'on appelle les Primaris. Il y a plusieurs personnages qui ne sont pas des Primaris qui ont traversé ce qu'on appelle le Rubicon Primaris, qui est en gros une sorte d'opération chirurgicale qui permet d'être encore plus fort, un guerrier encore plus balèze. Alors tous n'y survivent pas, bien sûr, les grands héros qu'on connaît y survivent. Et ça permet là aussi de faire avancer le lore un grand coup. Est-ce que Games Workshop va continuer de le faire au fil des éditions ou des extensions ? Ça reste encore à voir, puisque ce nouvel univers, cette nouvelle ère en fait, de Warhammer 40 000 qu'on appelle le Dark Imperium ou Sombre Imperium, d'ailleurs je trouve que c'est un très mauvais nom au passage, vient d'être instauré. 2017, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc on ne voit pas encore où ils veulent en venir. Je ne pense pas qu'ils veulent en venir de toute manière à un point précis, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'un gros dinosaure s'est réveillé. En tout cas, quand la 8e édition est arrivée, je me suis dit ok, là ils osent faire des trucs qui ils me revendent une histoire, là où j'avais vraiment l'impression qu'on tournait dans la même boucle en permanence. Moi qui voyais l'univers 40 000 de loin, j'avais effectivement l'impression que ça changeait pas. C'est-à-dire que je regardais ce que était l'univers en 2015 et il ressemblait à ce qu'il était en 2005 quand moi je m'y intéressais un petit peu. Et effectivement, cette 8e édition, elle est arrivée, elle a changé des choses, elle a fait accélérer certaines choses. L'arrivée des Primaris, c'est en termes de lore, je trouve pas ça très intéressant. Par contre, en termes de modélisme, on y consacrera peut-être un épisode. C'est très bien, parce qu'on voit là en fait une des manières de travailler de Games Workshop, qui est de toujours venir des designs, des figurines, et après de créer du lore et des règles. C'est très important de le rappeler. Les Primaris, c'est ni plus ni moins qu'une mise à l'échelle des Space Marines, qui sont censés en fait être des êtres qui font plus de 2,30 m chacun. Mais ce n'était pas le cas, sur les tables de jeu. En termes de figurines, c'est-à-dire qu'ils étaient à peine plus grands que les humains normaux, et de changer ces nouvelles figurines, de les faire plus grandes, plus impressionnantes, ça a vraiment ramené un rapport d'échelle au niveau des figurines qui est très intéressant. Et qu'en est-il des règles ? Toi qui as revenu à Warhammer 40 000 avec la 8e édition, est-ce que tu as apprécié tous ces stratagèmes, ces logiques de bataillon, ce genre de choses ? Comme un petit peu Age of Sigmar, je pense, c'est beaucoup plus simple de comprendre les règles, de rentrer dedans et de réfléchir à comment est-ce qu'on construit une liste d'armées, comment est-ce qu'on construit une armée. Il y a vraiment ces logiques de bataillon, de détachement qui en fait vous indiquent quelles unités entre guillemets mettre, mais d'une manière assez vaste, c'est-à-dire que vous avez des choix d'unités à mettre, une unité d'attaque rapide, une unité d'une troupe, un commandant. Et de faire ces bataillons-là, ça va vous donner accès à ce qu'on appelle des points de commandement qui vont vous permettre au cours de la partie d'utiliser des stratagèmes et donc d'avoir des actions un petit peu spectaculaires, de pouvoir faire sauter des explosifs, envoyer un barrage, téléporter une unité. Voilà, en déplacer une 2 fois. Et toutes ces petites subtilités-là font que vous avez beaucoup de profondeur de jeu assez rapidement. C'est facile de comprendre comment ça marche parce que les règles sont assez simples. C'est encore du tour par tour, donc vous déplacez vos figurines, vous tirez avec, après il y a le corps à corps,
ensuite c'est à votre adversaire de faire la même chose. Mais tous ces stratagèmes et tout ça, ça va vous donner une vraie courbe d'évolution. C'est-à-dire que vous commencez le jeu, vous dites ce stratagème-là, je pense que je vais m'en servir parce qu'ils sont assez simples à utiliser. Et après, vous allez voir qu'il y en a des un peu plus complexes à mettre en place, où vous allez mieux gérer vos placements d'unités pour pouvoir déclencher des petits effets un peu sympas et embêter un petit peu votre adversaire. Donc il y a une vraie courbe de progression que je trouve assez naturelle et assez efficace. C'est le fameux adage c'est de Blizzard qu'on retrouve pour le coup là chez Games Workshop c'est hard to master et easy to je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est facile à appréhender, mais c'est difficile à maîtriser. Et moi, c'est la première édition. Alors après, j'étais plus jeune, où j'ai vraiment l'impression que cet adage est vraiment incarné dans la façon dont ils conçoivent les livres de règles, les livres d'armée, et ensuite leurs différentes extensions. Donc effectivement, tu l'as dit, il y a les bataillons, il y a les stratagèmes, il y a les différentes armées. Dans chaque armée, il y a des sous-factions que tu peux représenter qui te donnent aussi un certain nombre de bonus, de reliques. De pouvoir psychique parfois. Donc tous ces éléments sont à ta disposition pour personnaliser soit tes figurines, soit ta façon de jouer. Tu n'es pas obligé de les suivre, tu n'es pas obligé de prendre les trucs les plus forts ou les plus simples, mais ils sont là, et si tu as vraiment envie de t'enfoncer dans le terrier du lapin, tu peux vraiment partir dans de l'hyper spécialisation, et je trouve ça très intéressant d'avoir réussi à mettre en place un système de jeu qui, moi, Warhammer 40 000, j'ai jamais lâché, donc a été très compliqué, je trouve, à un moment, notamment pour les débutants et les jeunes débutants, qui, du coup, maintenant, est capable d'agripper l'attention d'un ado ou d'un pré-ado, et en même temps de satisfaire le dernier des nerds tournoyeux, tu vois, d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Games Workshop. Tout n'est pas parfait. Ouais, mais il y a quand même un vrai plébiscite sur cette 8e édition, et tout le monde est d'accord pour dire que c'était une bonne chose, que par rapport à la 6e et à la 7e, qui me semblaient assez catastrophiques, ramène tous les joueurs, en fait. Tout le monde, quand la 8e édition est sortie, s'est dit « Ah, c'est le moment de recommencer ». Mais je pense que si vous associez des règles faciles à appréhender et, encore une fois, l'idée que l'histoire avance, forcément vous ramenez du monde. Et ça, c'est un vrai truc, je pense, qu'ils ont appris, et on voit que l'aspect narratif a pris le pas sur certaines habitudes un peu commerciales. Donc typiquement, on en a parlé tout à l'heure, mais la seconde édition d'Age of Sigmar, ça s'appelle pas seconde édition, ça s'appelle Soul Wars. Et donc ça fait avancer le jeu en même temps que ça fait avancer son univers. Et ça, c'est assez chouette quand même de se dire qu'il lie toujours les deux, même si, on le rappelle, tout commence par les figurines. Tout commence par les figurines, et d'ailleurs, cette 8e édition, elle a commencé par des figurines. Les Primaris, la Death Guard, et c'est toujours, encore une fois, les figurines qui font avancer toute l'histoire. Effectivement. Et on est dans cette boucle de hobby qui fait que les figurines sortent, vous avez envie de les peindre, après vous avez envie de jouer, une fois que vous avez joué, vous avez envie de racheter des figurines pour les repeindre et pour rejouer. Et là, c'est un cercle sans fin. Effectivement. Et ce cercle sans fin nous amène parfois à arriver vers d'autres boucles, donc, qui sont les différents spin-offs de Warhammer 40 000. En l'occurrence, il y en a plus que Age of Sigmar, parce que c'est un univers plus vieux. Alors, il y a Kill Team, qui est la version escarmouche de Warhammer 40 000, qui fonctionne de manière quand même un poil plus complexe que Warcry, qui, à mon avis, est aussi un moins... comment dire ? Elle est peut-être moins abordable pour les nouveaux joueurs, parce que Warcry, il y a des vraies boîtes où tu prends la boîte et tu peux jouer avec les gens dans cette boîte. Tu as les règles, tu as les 8 figurines, une dizaine de figurines. Kill Team, c'est toujours une dizaine de figurines, mais que vous allez devoir piocher peut-être parmi plusieurs boîtes. Dans votre collection. Voilà. Kill Team, je le vois plus comme un moyen aux anciens joueurs de revenir et de jouer et de venir jouer un petit peu. Ouais. Aux gens qui ont une collection, qui ont pas mal de figurines, on leur dit viens là, tu prends un Terminator, 2 Space Marine, 3 Scouts, et voilà, t'as une escouade et tu peux venir jouer. Mais là aussi, c'est une idée de rendre quelque chose de plus cinématique, et vous avez typiquement en fait du coup ce jeu de commando, vous allez choisir vos spécialistes, donc vous pouvez avoir un sniper, vous pouvez avoir un médecin, etc. Et c'est globalement le même jeu avec un petit peu plus de profondeur au niveau de comment les blessures sont infligées, la verticalité, le moral aussi. Donc il y a des facettes qui ont été très simplifiées dans Warhammer 40 000, le jeu de base, mais qui sont toujours un petit peu plus techniques dans un jeu d'escarmouche comme Warcry, comme Kill Team par exemple, pardon. Et justement Warcry, lui, ne s'embête pas par exemple de la phase de morale. Donc c'est assez marrant de les comparer. Au contraire, il y a Apocalypse, donc qui était avant en fait une
une mouture avec pour de très larges armées sur Warhammer 40 000, mais qui n'était pas vraiment un jeu à part entière. C'est plus une sorte de bouquin pour proposer des scénarios et un certain nombre d'additions au jeu de base. Pour ajuster un petit peu les règles, pour faire des batailles épiques où vous avez 300, 400, 500 figurines. Et c'est de Apocalypse d'ailleurs. 2 jours complets pour faire c'est ça. Moi, pendant mon adolescence, j'ai fait des petits week-ends Apocalypse et c'était assez sympa. C'est toujours impressionnant de voir Moi, j'en ai jamais fait, mais de voir les tables Apocalypse, parce que sous ce fond-là, il y a les figurines de Titan. Ouais. Donc, ils sont des figurines qui font 1 mètre. Des espèces de gros mechas. On dirait des enfants. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre vos petits-enfants, votre sur chat la table, sur la table. Voilà, ça passera. Effectivement, Apocalypse avant était un jeu qui avait davantage, on va dire, un peu, on va dire, l'apparence de ce qu'est Warhammer 40 000 dans l'univers, c'est-à-dire qu'on voyait des vastes armées, etc. Aujourd'hui, Apocalypse, c'est un jeu à part entière, et Games Workshop a essayé de le simplifier. J'ai pas pu tester cette nouvelle mouture, donc je pourrais pas vous dire à quel point ça marche ou non, mais maintenant, il y a aussi des plateaux de mouvement, on traite les unités de manière beaucoup plus simple, donc ça permet d'accélérer en fait le temps, donc ne plus passer un week-end à jouer, mais de garder quand même l'échelle. Et ça, c'est plutôt sympa à tester à l'occasion. Bah oui. Après, en fait, le ratio et la différence entre ces trois jeux dont on vient de parler, c'est que Kill Team, vous allez jouer des figurines. Warhammer 40 000, vous allez jouer des escouades, des unités. Et Apocalypse, vous allez jouer des bataillons. Ouais, c'est tout simplement ça. C'est cette espèce d'évolution d'échelle où vous jouez des unités de plus en plus grosses, des personnages de plus en plus imposants et des monstres, et des robots géants, des avions. Toutes sortes de folies. Il y a d'autres jeux qui sont nés de Warhammer 40 000. Certains sont assez vieux. C'est le cas notamment de Necromunda, qui est revenu il y a quelques années, mais qui existait il y a quelques années déjà. Donc c'est un jeu d'escarmouche aussi, mais avec une dimension plus jeu de rôle. Et qui du coup se passe sur Necromunda. C'est une cité ruche, donc c'est en gros la ville par excellence dans l'univers de Warhammer 40 000, donc juste une espèce d'assemblage d'immeubles les uns sur les autres sous forme de grosses pyramides ou de colonies minières complètement surréalistes. Ça ressemble un peu à Zion dans Matrix si vous avez déjà vu Reloaded ou Revolution, et donc c'est un jeu de combat de gang pour ceux qui aiment la criminalité. C'est ça, on va venir jouer des criminels qui sont réunis sous forme de gangs, qui ont à chaque fois pareil une ADN esthétique très différente, très propre, et il y a des Goliaths, donc des personnages très musculeux, il y a les Échers qui vont être que des personnages féminins beaucoup plus filiformes, avec des armes empoisonnées, ce genre de choses. Et il y a une identité assez forte dans Necromunda. Moi, j'ai jamais essayé le jeu, mais en tout cas, les figues sont très intéressantes, je pense, pour faire de la conversion. Ouais. Et pour faire du modélisme et venir changer un petit peu un fusil, une épée, un bouclier sur d'autres personnages. À une autre échelle, on a Aeronautica Imperialis, donc c'est un jeu de combat aérien qui est sorti l'année dernière, donc assez récent, qui était déjà sorti il y a quelques années cela, qui a pas mal qui a un petit peu le vent en poupe, si vous me permettez l'expression. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 factions qui sont représentées, puisqu'il y a la flotte impériale, les orques et les Tau, donc ces fameux empires japonisants cachés dans un coin de la galaxie. C'est un jeu hyper technique, de vrais spécialistes pour le coup, et qui n'a pas encore beaucoup de mois d'expérience, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Et à la même échelle, mais au sol, on a Adeptus Titanicus. Alors techniquement, c'est pas un spin-off de Warhammer 40 000, c'est un spin-off de l'Hérésie d'Horus, puisque ça se passe effectivement 10 000 ans plus tôt. Ça met en scène ces fameux titans dont tu parlais tout à l'heure, ces espèces de gros mechas. Ce jeu-là, j'en ai pas entendu grand-chose. J'ai vu beaucoup de gens s'amuser à convertir en fait les titans, parce qu'on est sur une plus petite échelle. Donc on va dire que la figurine de base, qui est censée représenter un gros robot à la taille d'un Space Marine pour Warhammer 40 000, donc ça permet de jouer sur des idées de modélisme un peu différentes, et on est vraiment dans un jeu où vous allez vous cacher derrière les immeubles pour surprendre le robot adverse et le mecha adverse, pardon, attention, je sais qu'il y a des nerds qui nous écoutent, mais effectivement ça joue là-dessus. Vous pouvez désactiver le moteur du mecha ennemi en tirant à tel endroit, donc là aussi c'est un jeu assez technique. Moi j'attends une version où en face il y aura des lézards géants et on pourra faire Pacific Rim, tu vois. Voilà. On attend. Mais il n'y a pas d'ailleurs un jeu de figurines Pacific Rim qui était passé à un moment par de crowdfunding ou quelque chose comme ça? Il me semble que c'était arrivé. Ouais, je ne sais pas. Ok. Bon, revenons à Warhammer 40 000 donc, et terminons sur Blackstone Fortress. Donc là, qui est plutôt un jeu d'aventure. Qui est en fait l'héritier de Warhammer Quest. Et il se passe tout simplement dans la forteresse Blackstone, qui est un point de la galaxie où il y a un espèce d'énorme vaisseau abandonné,
où plein d'aventuriers partent en quête de gloire et d'aventure à l'intérieur. Donc on est vraiment sur un dungeon crawler, donc un jeu où on explore un donjon. Ça permet de faire des alliances un peu improbables, où il y a des humains alliés avec des Eldar et ce genre de choses, qu'on voit pas trop dans le reste de l'univers 40 000, parce que tout le monde est contre tout le monde. Et là, on est plus sur un jeu narratif où on a une bande d'aventuriers qui va explorer un donjon. Donc c'est un jeu de coopération. On joue contre le jeu, parce que les ennemis se déplacent selon un petit peu aléatoirement, avec des jets de dés, ils ont des comportements à adopter. C'est assez sympathique. Moi, j'ai pu y jouer pas mal avec Charles et avec Étienne. Eux, ils ont fini le jeu. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout avec eux. Il y a ce côté-là où vous venez, vous jouez une partie, vous partez, mais la campagne continue d'avancer. C'est assez sympa et ça permet d'explorer certaines parties un peu abandonnées du monde de 40 000 et de faire revenir certaines races d'aliens sans avoir à faire une armée complète ou à faire une faction entière, de faire revenir juste un monstre ou deux comme ça. D'un point de vue modélisme, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire développer un peu la vie civile, on va dire, de l'Imperium, parce qu'il y a des héros qui sont des prêtres, par exemple, de cette fameuse foi en l'empereur. Il y a effectivement aussi toutes ces espèces xénos qui sont bien connues des amateurs du lore et du très vieux lore par moment qui refont surface. Donc testez-le, et on fait des bisous d'ailleurs à Charles et à Étienne qui nous écoutent sûrement et qui sont des aventuriers dignes de cette fameuse Black Fortress. Voilà pour Warhammer 40 000. Long morceau. Alors en vrac, il faudrait quand même qu'on fasse un petit point sur un jeu qui s'appelle Middle-earth Strategy Battle Game, qui était anciennement connu sous le nom de Hobbit, et même avant ça Lord of the Rings Strategy Battle Game. Pourquoi on n'en parle pas vraiment aujourd'hui ou de manière détournée? Parce que ce n'est pas un univers de Warhammer, même si techniquement il a été très important pour Games Workshop. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Mon cher Gibouille. Notamment en France dans les années 2000 avec les éditions Hachette. Exact. C'est-à-dire que sortait chez le marchand de journaux une collection avec les figurines du Seigneur des Anneaux. Et alors moi, je les avais pas achetées, mais j'ai de nombreux amis qui ont commencé comme ça et qui sont venus au Wargame via ça, parce que c'était un univers quand même assez connu des gens. Le Seigneur des Anneaux, il y avait les films à ce moment-là, il y avait un vrai engouement autour de cette licence. Et j'ai jamais joué au jeu, je le connais pas vraiment, mais j'en ai quand même des bons échos. Donc, il a amené beaucoup de gens au hobby en fait. Parce qu'ils trouvaient ça chez leurs marchands de journaux où ils s'étaient abonnés, ils avaient reçu leur première peinture. Et en fait, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui jouent à Warhammer 40 000 ou même à Age of Sigmar, Warcraft, etc., qui sont arrivés uniquement via leur amour du Seigneur des Anneaux et le fait que on avait des pubs à la télé de produits Games Workshop, on les voyait dans les marchands de journaux, dans les points relais, dans les gares, ce genre de trucs. Donc au final, ça a exposé énormément de gens à Games Workshop en tant que hobby, en tant que passion. Donc pour ça, il faut remercier ce jeu de stratégie. Après, moi, je l'ai jamais testé. J'ai même, je crois, jamais acheté une figue. J'en ai peint plusieurs par contre, parce que j'avais beaucoup de potes qui y jouaient. J'ai monté un club Warhammer quand j'étais au collège et en fait, la plupart des gens étaient, qui étaient des membres actifs de ce club étaient en fait des joueurs du Seigneur des Anneaux. Donc j'en ai peint plusieurs et c'était de toute aussi bonne facture que Warhammer ou Warhammer 40 000. Maintenant, il y avait moins de personnalisation, l'échelle était légèrement différente, etc. Donc moi, ça m'a jamais intéressé parce que à partir du moment où j'ai goûté à Warhammer, et on y reviendra dans notre épisode 1, je ne pouvais plus voir la fantasy et la SF comme avant. Donc en fait, revenir à la SF, à la fantasy à papa du Seigneur des Anneaux, même dans sa version Peter Jackson que j'adore, ça me faisait du mal presque. Je pense qu'il y a un truc où t'as pas l'aspect personnalisation en fait. Ouais, c'est-à-dire que quand tu fais tes figurines pour Warhammer, si tes humains tu veux les peindre en bleu et tes orques tu veux les peindre en jaune, y a personne qui va te dire mais si tu fais ça, c'est pas comme ça dans l'univers quoi. Là, si tu veux respecter ce qu'est le Seigneur des Anneaux, tu te dois de t'imposer à toi-même un cadre, ce qui est peut-être pas ce que les gens recherchent dans le hobby. Effectivement. Mais voilà, notre petite parenthèse sur le Seigneur des Anneaux est quand même mérité d'être là. Oui. Et encore aujourd'hui, le jeu est actif. Alors, je ne sais pas s'il reconnaîtra une renaissance. Je ne sais pas dans quelle mesure le deal fonctionnera avec la fameuse série Seigneur des Anneaux Amazon. Mais en tout cas, il a été rebrandé Middle-earth Strategy Battle Game. Donc maintenant, il se déroule sur toutes les époques. Pourrait même se développer vers des choses qui sont comment dire, très minimes dans les films. Ça a été le cas par le passé. Donc, pourquoi pas, à surveiller. Juste
petite précision un petit peu dommage, c'est que le jeu n'est pas traduit. Ah, effectivement. Il est qu'en anglais. Ce qui est le cas de la plupart des jeux spécialistes dont on a parlé, par exemple Aeronautica Imperialis. Titanicus aussi, voilà, Titanicus. Necromunda, une version française. Voilà, donc c'est-à-dire que plus vous rentrez dans la spécialisation, et moins vous avez de chance d'avoir une traduction. Et c'est vrai que à l'époque, Le Seigneur des Anneaux, c'était vraiment la troisième gamme de Games Workshop. Si vous alliez dans les boutiques, vous aviez les figurines, c'est plus le cas aujourd'hui. Vous entendiez toujours la musique du Seigneur des Anneaux dans les magasins. Ce qui est toujours le cas. Cela dit. Et non, c'est vrai que même quand vous ouvriez White Dwarf, à l'époque était séparé en 3 parties, quasiment égales. Et effectivement, Le Seigneur des Anneaux avait une place très importante et a eu une place très importante, je pense même dans l'économie en fait de Games Workshop. D'où notre petit aparté là-dessus. Je pense que dans les années 2000, ça leur a permis de lutter face à l'expansion des jeux vidéo, ce genre de choses, en ayant cette IP très forte qui parlait facilement aux gens en fait. Où il n'y avait pas besoin de se plonger dans un univers aussi complexe que celui de Warhammer ou de Warhammer 40 000. C'est-à-dire que là, les gens étaient abreuvés du Seigneur des Anneaux, ils avaient vu les films. Puis tu peux rejouer les trucs que tu as vus dans les films. Oui, tu peux rejouer les batailles. Ce qui est l'inverse de ce que tu as dans Warhammer 40 000, où tu aimerais que si un jour il y a une adaptation de Age of Sigmar, de Warhammer 40 000 ou autre, tu aurais envie de revoir les trucs que tu as lus dans des bouquins ou que toi tu as fait avec tes potes dans une game. Donc effectivement, c'est un argument de vente assez génial et qui a sans doute permis à Games Workshop de survivre dans les années 2000. Alors après, au fil des ans, Games Workshop, il faut le rappeler, a quand même occupé tous les terrains. Donc même par exemple celui de la musique. On peut citer le groupe qui s'appelle Ballthrower. Du coup, qui est inspiré en fait des cultures de Warhammer. Je crois que le deuxième album s'appelle Realm of Chaos et du coup la plupart des paroles sont soit inspirées directement de ce qui se passe dans les univers de Warhammer ou en tout cas leur titre, le titre des différentes chansons vient de là. Donc c'est quand même assez marrant de noter que y a eu un rayonnement britannique suffisant pour que des groupes de métal finissent par se dire vous savez quoi, on va collaborer ensemble et on va mettre l'illustration de la première version de Warhammer 40 000 sur la pochette de notre album. C'est quand même assez ouf. Il y a eu effectivement la presse, donc on parlait de White Dwarf tout à l'heure. Il y a eu aussi Inferno qui était un recueil de soit de fiction on va dire en prose ou parfois de comics. Il y a eu pendant un temps aussi, je crois que ça s'appelait Warhammer Vision, quand White Dwarf était devenu surtout un support pour les news en fait, et les nouvelles figurines et les nouveaux jeux. Et Warhammer Vision présentait plutôt la partie, on va dire, artistique du hobby. Du côté événementiel, on a eu pas mal de choses. Il y avait des campagnes mondiales, c'est toujours plus ou moins d'actualité. Ça arrive que Games Workshop engage comme ça les fans à travers le monde. C'est quand même beaucoup moins récurrent qu'avant. Il y a eu les Games Day, où on se rendait dans différents pays l'entreprise et c'était à la fois une occasion pour les fans de rencontrer des auteurs, de découvrir de nouvelles figurines en avant-première, de jouer sur de très nombreuses tables de jeu et puis surtout il y avait le concours de peinture qui allait avec qui s'appelle le Golden Demon qui n'existe plus aujourd'hui sous cette forme en tout cas. Oui, après les Games Day sont un petit peu transformés maintenant que les anniversaires des boutiques. C'est ça. Je pense que c'est à peu près l'équivalent où régulièrement il y a des auteurs qui viennent pour des dédicaces et il y a des figurines exclusives qu'on peut choper qu'à ces moments-là de l'année. Il y a aussi du coup ça et le Warhammer Fest qui du coup pour l'instant je crois existe que en Grande-Bretagne une fois par an et une fois par an en Europe et c'est souvent en Allemagne qui est aussi une autre résurgence de Games Day. Les jeux vidéo on en avait parlé du coup mais il faut citer des exemples comme Dawn of War qui est un jeu de stratégie qui a été hyper présent dans le courant des années 2000, notamment via l'absence de StarCraft, parce que StarCraft 2 n'était pas sorti. Donc THQ et Relic Entertainment du coup a pu occuper cette place-là dans le cœur des fans de jeux de stratégie. Moi je sais que j'ai beaucoup joué à Dawn of War, ses extensions, et même Dawn of War 2 et ses extensions. Il y a eu les comics, donc soit via Inferno ou même des romans graphiques de Black Library, qui s'est lancé du coup avec des comics comme Démonifuge ou même Blood Quest que les fans aujourd'hui apprennent à chérir. Ouais, il y avait vraiment ce côté Too Fast and AD à cette époque-là. Il y avait des comics en noir et blanc, ultra violents, bien hardcore et tout. Qui étaient... mais avec quelques années de retard, c'est assez marrant, parce que ça date de fin 90, début 2000. Quoi. Donc au final, mais on sent que c'est dans l'ADN du coup, de Games Workshop. Suite à cette partie-là, il y a eu des échanges avec Titans et Dark Horse, il me semble. J'ai plus les noms exacts. Mais surtout, il y a quelques mois, il y a un deal qui a été annoncé avec Marvel.
et où là on attend de voir comment la licence va être traitée par Marvel. Ouais. C'est assez inquiétant et en même temps, je ne sais pas trop. J'arrive pas trop à me prononcer sur cette idée-là. On a un tout autre podcast qui s'appelle Outrider et qui parle de Star Wars, comme tu l'as dit, où souvent on se plaint de la gestion de Star Wars par Marvel. Donc forcément, on a un petit peu peur. Maintenant, d'après ce qu'on a compris du deal pour l'instant, c'est que c'est davantage un moyen de profiter de la distribution de Marvel et de son aura plutôt que de confier l'édito à des auteurs Marvel. Il y a énormément d'auteurs britanniques chez Marvel. Donc on peut imaginer aussi qu'il y aura des synergies qui vont se créer à ce niveau-là, mais effectivement c'est aussi excitant que ça puisse être effrayant. Parce qu'autant en roman ça va, on arrive à se projeter dans l'univers facilement, là à partir du moment où il y a le support graphique, ça devient très complexe de pas être ridicule. Ouais, on l'a vu. Parce qu'il y a toujours ce côté où Warhammer ou Warhammer 40 000, c'est à la limite. On est toujours sur un côté très cynique, très ironique, et on est sur le point de basculement du fascisme. Donc autant en roman c'est facile à mettre en place, autant dès qu'il y a le support visuel ça devient plus complexe. Faut être bon, et par le passé on a pu voir, je me souviens de toute une série de BD Warhammer 40 000, je ne sais pas où elles étaient éditées en premier lieu en VO, mais en VF elles étaient éditées au format franco-belge chez Soleil. Et cette collection-là, elle est affreuse. Si vous voulez vraiment voir l'univers Warhammer 40 000 sous l'œil le moins inspiré et le moins inspirant possible, il faut lire ces trucs-là parce que c'est hyper restreint. Souvent, c'est pas très intéressant, assez mal écrit. Pourtant, les deux premiers étaient écrits par Dan Abnett, qui est quand même un mec qui est un peu une sommité du côté des comics, mais aussi de la fiction Warhammer. Donc, c'est assez surprenant, mais effectivement, l'hybridation à la bande dessinée, pour l'instant, n'a pas vraiment pris, au-delà du côté hyper punk de romans graphiques comme Démonifuge, par exemple, que je conseille à tout le monde, ne serait-ce que pour son esthétique complètement démente et juste sortie d'un cauchemar, en fait. Moi, je me souviens que je l'ai eu beaucoup trop tôt dans ma jeunesse et que ça m'a marqué, notamment les démons de Slanesh qui faisaient des choses assez sales aux gens. C'est du berserk pour ceux qui aiment les mangas avant l'heure. Enfin, avant l'heure, non, parce que ça existait, mais dans un autre univers, on va dire. Et on en arrive du coup au silver screen et au film. Alors du coup, il y a eu pas mal de tentatives au fur et à mesure du développement de Games Workshop, jusqu'à la création de Codex Pictures et la sortie de Ultramarines The Movie en 2010. Alors c'est un film d'animation qui a été du coup réalisé par le studio qui faisait des films d'animation 3D pour les Lego Bionicle. Donc c'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé pour de la fiction Warhammer 40 000 animée. Ouais, mais t'es sur de l'animation de petites figurines en plastique, donc voilà. Il y a quelque chose. Il y a une logique. Il y a une logique. Je sais que c'est un film assez bizarre qui synthétise quand même pas mal de choses, je dois le dire, par rapport à c'est quoi la vie d'un Space Marine, à quoi ça ressemble de vivre Warhammer 40 000 quand tu es un Space Marine. Mais c'est hyper bête et réducteur et visuellement pauvre en fait. Il y a même des trucs qui, je trouve, sont pas tellement en accord avec l'univers, donc c'est assez bizarre parce qu'ils ont créé leur propre société de production, ils ont mis Dan Abnett encore une fois en tant que scénariste, donc tu te dis ils ont quand même voulu contrôler les choses, et il y a quand même une espèce d'étrangeté. On dirait que c'est une adaptation de Warhammer 40 000. Si Warhammer 40 000 ça n'existait plus et quelqu'un était retombé, un producteur hollywoodien était retombé dessus et il aurait changé juste 2-3 trucs pour dire ouais non ça c'est trop compliqué. Je pense notamment aux chapelains qui normalement sont chargés de vérifier le moral et la foi des Space Marines, qui là a l'air d'avoir des pouvoirs psychiques, qui normalement est un poste réservé aux archivistes qui effectivement sont les Space Marines dotés de pouvoirs psychiques. Donc il y a des espèces comme ça je dirais pas d'incohérence, parce que à la rigueur pourquoi pas, mais des espèces de petits flottements en mode est-ce que vous êtes sûr que vous avez été au bout des choses, qui rend Ultramarines très curieux. Mais le futur s'annonce un peu plus radieux, puisque l'année dernière, Warhammer, qui est toujours en pleine extension, a annoncé la création de Warhammer Animation, d'une sorte aussi de story group qui est dirigé par un groupe d'auteurs Black Library. Je crois que ça s'appelle la Story Forge, si je dis pas de bêtises. Du coup, ils imitent les plus grands, et on pense forcément au story group de Lucasfilm, pour diriger une série de contenus qui vont être animés et qui vont être apparemment diffusés directement sur YouTube, ou en tout cas via des
via des canaux qui seront contrôlés par Games Workshop, parce qu'on n'a pas entendu dire qu'il y avait un deal avec Netflix, qu'il y avait un deal avec, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, Amazon, Adult Swim pour de l'animation, ce genre de choses. Donc pour l'instant, ils essayent de faire les choses à leur manière et de leur côté, et je dois dire que quand on passe sur un site comme Warhammer Community, qui a fait beaucoup de bien au hobby aussi pour se tenir informé de ce que fait Games Workshop, et essayer aussi un peu de comprendre quelle est leur vision des choses, on voit que les mecs se créent une petite fanfare qu'ils vont mettre au début de ces films animés. On voit qu'ils engagent des artistes au style très différent pour faire des courts-métrages qui ne sont pas forcément liés entre eux. Donc il y a une envie de représenter le hobby dans toute sa diversité, même si pour l'instant ça a l'air uniquement... Il me semble qu'on a vu que du Warhammer 40 000 pour le coup. Il me semble qu'on n'a pas vu de Age of Sigmar. Non, pas encore. Il y a des extraits de séries 40 000, mais pour l'instant sur Age of Sigmar il n'y a rien. Mais tout ça sera anthologique, donc c'est assez marrant Après, de commencer... Ils ont déjà développé Age of Sigmar sur d'autres produits, je pense notamment aux romans pour les enfants, comme ils avaient fait sur 40K, donc ils vont peut-être aussi... Ça va peut-être arriver. Il y aura forcément du Age of Sigmar aussi, mais je pense que c'est 40K qui commencera et qui amorcera le truc. Logiquement, puisque c'est aujourd'hui le produit phare en fait de Games Workshop, puisque Age of Sigmar étant plus jeune ne peut pas être considéré un peu comme le flagship, comme on dit en termes marketing de Games. Après, c'est vrai que ça donne envie, toutes ces choses-là, et on a aussi le deal qui a été signé pour une série live action qui adapterait, là encore, du Dan Abnett, puisque c'est l'histoire d'Eisenhorn, qui est un inquisiteur. Donc, les inquisiteurs sont des personnages un peu sombres qui agissent pour... apparemment le bien-être de l'humanité, mais surtout pour que, en gros, la vérité impériale soit inculquée à tout le monde et de la même manière. C'est un personnage très complexe qui évolue pas mal dans le temps au fur et à mesure de ses bouquins. Et donc ça pourrait donner une série là aussi très cool. Mais, surtout que moi je pense que c'est une bonne idée de partir sur Eisenhorn pour de la série live, parce que l'échelle au début est pas non plus galactique, incroyable. Ça commence petit, ça gagne en puissance au fur et à mesure. Et c'est un personnage qui permet de découvrir un peu toute la richesse de l'univers 40K, vu qu'il est un peu exposé à tout le monde en fait, dans cet univers. Donc c'est une bonne trouvaille pour le coup. C'est des bons romans. Et... Moi j'ai lu que le premier, mais il est très bien. Et j'ai pas encore lu la suite. On espère que ça donnera... Dans ma pile à lire. Dans ta pile à lire, forcément très longue si tu commences à attaquer la fiction Warhammer. Et là aussi, on y reviendra dans le prochain épisode. Bref, je crois qu'on avait fait un petit peu le tour de l'histoire de Games Workshop et de ses différents jeux. Est-ce que tu as un truc à rajouter avant qu'on passe à la conclusion ? En fait, ça a l'air très intimidant, je pense, de l'extérieur. Ouais. Mais rassurez-vous, en fait, ça va. Ça va, et je tiens à rappeler, puisque ce sera un petit peu la doctrine et le credo de ce podcast, qu'il n'y a pas un hobby, il n'y a pas une façon, tu l'as rappelé, voilà, si vous voulez peindre vos orques en jaune, c'est un exemple un peu simple et rigolo, mais partout dans le monde, des gens s'intéressent au monde de Warhammer pour leur fiction, pour leurs figurines, pour les règles qui les accompagnent, pour tout un tas de choses. Que vous ayez envie de faire des dioramas, de peindre des armées de centaines de figurines ou juste des petites escouades de commandos pour faire des escarmouches avec vos potes, tout ça est valide en fait. Et moi, ce qui me plaît dans cet univers, c'est qu'il y a une infinité de facettes à explorer et d'angles par lequel tu peux rentrer dans ce hobby. Et ça annule pas les précédents, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu rentres par la porte du jeu que tu seras jamais un bon peintre ou que tu seras jamais intéressé par la peinture. Alors c'est vrai que parfois, comme tu dis, ça peut paraître intimidant parce qu'il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Mais aujourd'hui, Warhammer, Games Workshop propose suffisamment d'outils qui soient narratifs, ludiques, des vrais outils au sens de l'outillage ou même des différentes peintures qui permettent de s'approprier le hobby très vite, très simplement. Et juste de créer sa version en fait. Ouais. C'est ça qui est beau. Et on est en plus sur une communauté sur internet que je trouve assez bienveillante. Les gens sont quand même relativement sympas et c'est en fait quand vous débarquez, que vous demandez des conseils, les gens vont vous répondre. Personne va vous envoyer chier, personne va vous insulter parce que vous n'avez pas peint de la bonne manière, pas de la bonne couleur, ou vous avez tout simplement pas bien peint ou pas bien collé et vous êtes là, vous postez une figurine sur internet, vous dites ça c'est ma première figurine, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, et vous allez voir, tout le monde va venir et va vous dire fais ça, essaye ci, essaye ça. C'est pas je pense pas que ce soit un univers frustrant en fait. Les gens sont pas frustrants, sont pas frustrés et ils sont pas là pour défendre leur vision.
de Warhammer, du hobby. Ils sont là pour aider les gens, en fait, principalement. Je pense. En tout cas, j'ose l'espérer, parce que c'est la vision que moi je défends et que je continue à défendre, notamment à des gens qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas forcément l'intention de se mettre à Warhammer, mais sont toujours intrigués. Parce qu'il n'y a pas de hobby qui ressemble à ça, en fait, que tu peux vivre sous toutes ses formes. Donc, si vous débutez ou si vous profitez de l'arrivée de Landrider pour vous intéresser à ce hobby-là, gardez ça en tête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaînes, de comptes Instagram, de comptes Twitter, de sites, de forums dans lesquels vous pouvez apprendre plein de choses. Sur lesquels vous allez peut-être rencontrer des gens plus ou moins aigris, mais je pense que 90%, 95% peut-être des gens sont plus dans cette approche bienveillante, comme tu disais. Ça reste un hobby, ça reste quelque chose qui doit vous apporter du plaisir, en fait. Tout à fait. Moi, j'aime bien peindre parce que ça me détend. Et ça m'emmerderait vraiment que je poste une photo d'une fille que j'ai peinte que je trouve jolie et qu'il y a quelqu'un qui vient me faire chier. Ah oui, mais tu l'as pas peint de la bonne manière ou tu l'as pas peint comme ça, quoi. Et je sais pas ce qui a fait que la communauté est devenue aussi accessible. Je pense que les réseaux sociaux, l'arrivée d'Internet, la multiplication des tutoriels et de nouveaux outils a vraiment augmenté en fait la visibilité de ce hobby et aussi sa qualité, parce que en fait tout le monde en profite de ça. Mais vraiment, je me pose la question, parce que je sais qu'il y a quelques années, quand c'était un truc encore un peu obscur, ça l'est toujours, c'est quand même toujours un truc de niche, mais j'avais vraiment l'impression que parce que tu étais dans ce truc obscur, tu avais besoin, tu vois, d'être un peu presque un petit tyran de ton propre monde. Moi, je connais mieux le lore que les autres, moi j'ai une plus grande armée que machin. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être parce que on fait face à des univers comme, je sais pas, Star Wars, ou même des hobbies comme le jeu vidéo qui sont tellement vastes, qui génèrent tellement de fric, qui implique tellement de gens, que Warhammer 40 000, ou même Warhammer en général, si tu prends tous les univers, tous les jeux, même si tu jouais à chacun des jeux, ce serait encore plus limité que tout ce que je viens de citer auparavant. Donc je sais pas, peut-être que parce que c'est un peu plus niche et un peu plus pointu, les gens ont tendance à s'aider les uns les autres. Je sais pas tellement, en fait. C'est peut-être parce que ça ressemble à rien d'autre aussi. Mais en tout cas, c'est ce qui fait la beauté du hobby en 2020 quand on enregistre ce podcast. Donc on va conclure sur ces jolis mots. On espère que ce premier épisode, qui est en fait un épisode 0, vous aura plu. Alors si c'est le cas, il faut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on fait un petit tour des réseaux sociaux, mon cher Gilles ? Écoute, vu que c'est toi qui as créé les pages, je t'écoute. Très bien. Sur Facebook, vous allez retrouver peut-être un petit peu de news et bien sûr nos nouveaux épisodes. Sur Twitter, on va être assez actif, donc du coup @LandriderPod. On va sans doute relayer toutes les annonces Warhammer Community qui valent le coup. Elles sont pour l'instant aujourd'hui toujours disponibles en anglais, donc ça peut être aussi un moyen pour vous de, sans avoir à lire l'article, retenir l'essentiel. Et bien sûr, du coup, sur Twitter comme Facebook, on publiera les différents épisodes notre activité autour de ces épisodes-là. Mais cette fois, on a un Instagram, contrairement à Outrider. Où on s'était limité à Facebook et Twitter. La communauté Warhammer est très très présente sur Instagram, parce que c'est hyper facile de partager des photos de ses créations, de ses peintures, de ses conversions, de ses figurines. Et ça nous permet, vous allez le voir avec l'épisode 1, tout simplement de vous donner une sorte de petite aide visuelle sur ce qu'on a fait, ce qu'on a peint, les parties qu'on a jouées, les bouquins qu'on a lus dans les jours qui s'insèrent entre deux podcasts, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker notre Twitter, notre Facebook et surtout notre Instagram. Petits remerciements spéciaux à Clément pour le logo qui orne ces différents réseaux sociaux et à Benji pour le générique. Donc vous pouvez retrouver sur SoundCloud Ben Jibé qui du coup fait de la musique, continue à percer avec ses tweets sur Paul Thomas Anderson. C'est ça. Je vais y arriver. C'est un nom très Warhammer, ça c'est beaucoup trop long pour être de notre univers. Et qui est toujours très intéressant à suivre et qui a eu aussi sa petite phase Warhammer. Alors celle de Clément elle continue, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, mais il viendra nous en parler dans un épisode, c'est promis. Mais que ça vous ait plu ou non, sachez que cet épisode n'est pas tout à fait représentatif de la formule Landrider, puisqu'il nous manque 2 parties.
la partie news, qu'on abordera au début de chaque épisode, où on reviendra sur les dernières actualités, donc que ça soit de la figurine, du roman, de la peinture ou les autres choses qui ornent les produits Games Workshop. Bah ouais, peut-être l'annonce d'un film, qui sait. Ah bah, ça serait bien. Et la partie hobby. Donc là, ça fermera l'épisode, là où les news l'ouvriront. Et du coup, on vous présentera ce qu'on a fait, tout simplement, entre deux épisodes. Où on en est, qu'est-ce qu'on a peint, qu'est-ce qu'on a monté, à quoi on a joué, et comment on a vécu notre hobby entre 2 épisodes. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez envie de tester cette formule dans son intégralité, maintenant que vous êtes tout à fait incollable sur l'histoire de Games Workshop et des univers de Warhammer, eh bien, le premier épisode est déjà disponible, donc découvrez-le tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes, de nous mettre de belles étoiles galactiques sur Apple Podcast. On vous fait de gros bisous, que les dieux noirs, Gork, Mork, les dieux Eldar, l'empereur, que tout le monde soit avec vous, quoi. Les divinités Nécron, les divinités Taupe, tout le monde. Nous on apprécie tout. Hein. Tous les dieux. Voilà, on apprécie tous les dieux, tous les leaders, quels que soient... tous les peuples, toutes les personnes qui vivent dans l'univers de Warhammer, c'est nos copains. Car on le rappelle, nous parlons avec amour des univers où il n'y a que la guerre. Merci JB pour cet épisode 0. Merci Thibaut. Et à tout de suite pour l'épisode 1. À tout de suite.